Numéro 1, le Shifumi. Alors, pierre, feuille ou ciseaux? Vous le connaissez tous, ciseaux bat feuille, feuille bat pierre et pierre bat ciseaux. Mais quel est l'équilibre de Nash de ce jeu? Alors ça paraît pas évident a priori puisque peu importe ce que vous faites, l'autre pourra avoir une stratégie qui vous fera perdre. Eh bien l'astuce de von Neumann qui fut reprise ensuite par Nash fut de considérer des stratégies dites mixtes ou randomisées. Typiquement vous allez décider de jouer au hasard pierre, feuille ou ciseaux. Et dès lors, sachant que vous jouez aléatoirement l'un des trois, votre adversaire n'aura pas de stratégie qui vous fera perdre en moyenne. Alors, en pratique, nous les humains, on n'est quand même pas très bons pour jouer aléatoirement. Et du coup, les compétitions internationales de Shifumi, c'est bon, pas mal de hasard, mais pas que. Et d'ailleurs, le New York Times a sorti une intelligence artificielle pour jouer au Shifumi et apparemment... a tendance à battre pas mal d'humains. Enfin, je ne peux pas vous laisser sans vous parler au moins rapidement du Shifumi Plus et du Shifumi Plus Plus. Par Shifumi Plus, j'entends pierre, feuille, ciseaux et puits. Alors si vous jouez au Shifumi Plus, je vous déconseille très fortement de jouer pierre. À chaque fois que vous voulez jouer pierre, à la place, jouez puits. Et oui, parce que le puits fait toujours au moins aussi bien que la pierre. Comme la pierre, le puits bat le ciseau et perd contre la feuille, mais en plus, le puits bat la pierre. En fait, l'équilibre de Nash du Shifumi Plus consiste à jouer aléatoirement feuille, ciseaux ou puits. Enfin, le Shifumi Plus Plus, c'est pierre, feuille, ciseaux, lézard, Spock. Et Sheldon sur Big Bang Theory en parle très bien. Scissors cuts paper, paper covers rock, rock crushes lizard, lizard poisons Spock, Spock smashes scissors, scissors decapitates lizard, lizard eats paper, paper disproves Spock, Spock vaporizes rock, and as it always has, rock crushes scissors. L'unique équilibre de Nash du Shifumi Plus Plus, c'est de jouer uniformément aléatoirement pierre, feuille, ciseaux, lézard ou Spock. Et l'avantage du Shifumi Plus Plus, c'est que la probabilité d'avoir une égalité est beaucoup plus faible qu'au Shifumi. Enfin, dernière remarque, tout ce que je viens de raconter ici est en fait intimement lié au scrutin de Condorcet randomisé, mais bon, je ne vais pas expliciter le lien ici, je vous laisse y réfléchir par vous-même. Numéro 2, le plus grand nombre. On y a tous joué quand on était gamin, chacun dit un nombre et le plus grand nombre gagne. Mais quel est l'équilibre de Nash de ce jeu? Je vous laisse y réfléchir encore une fois. Bah en fait, y en a pas. Et oui, peu importe ce que l'autre dit, vous pourrez toujours dire un nombre plus grand, et peu importe ce que vous dites, l'autre pourra toujours trouver un nombre encore plus grand, quitte à atteindre des nombres archi méga super géants. En fait, le théorème de Nash ne s'applique pas ici, parce que l'ensemble des actions de chacun des joueurs n'est pas un ensemble fini. Chaque joueur peut dire n'importe quel nombre, et il y a un nombre infini de nombres. Numéro 3, le dilemme du prisonnier. Je suis sûr que vous le connaissez celui-là. Alice et Bob se font arrêter par la police, et si l'un balance l'autre, alors il réduit sa peine. En particulier, peu importe ce que dit Alice, Bob a tout intérêt à dénoncer Alice puisqu'il réduit ainsi sa peine, et vice-versa. En fait, l'unique équilibre de Nash de ce jeu est le cas où les deux joueurs se dénoncent mutuellement. Et ça paraît pas si malin puisqu'ils s'en sortent tous les deux moins bien que s'ils étaient tous les deux restés silencieux. Sauf que bien sûr, ce cas où tous les deux restent silencieux n'est pas rationnel puisqu'il est incompatible avec les intérêts individuels. Alors, le dilemme du prisonnier, c'est un cas uniquement à deux joueurs, mais on peut tout à fait le généraliser à toute notre société. Avez-vous déjà fraudé en prenant le métro? Avez-vous déjà jeté des déchets dans la nature? Ou avez-vous déjà voté sans avoir lu les programmes des candidats? Dans tous ces cas, si vous avez choisi l'action immorale, vous vous êtes comporté en ce que l'on appelle un free rider, et en particulier vous avez joué un équilibre de Nash. Et bien sûr, vous comptez sur les autres pour ne pas jouer cet équilibre de Nash et pour s'occuper des biens communs. Sauf que bien sûr, si chacun se comporte comme vous, si chacun émet sa propre petite pollution, alors les biens communs sont en grand danger. C'est ce que l'on appelle la tragédie des biens communs. Pour éviter la dégradation des biens communs, il nous faut intervenir dans le jeu et élaborer un contrat social qui punit les free riders, que ce soit légalement ou socialement. Et oui, pour la théorie des jeux, des trucs comme le public shaming sont des solutions sociétales au dilemme du prisonnier. Numéro 4, le dîner sans scrupules. Imaginez-vous au restaurant entre amis. Avant de commander, vous vous mettez d'accord pour diviser la note finale en parts égales, plutôt que chacun paie sa part. Mais du coup, individuellement, vous avez maintenant intérêt à commander des trucs relativement chers, puisque la division en parts égales répartira le prix de votre truc assez cher entre vos amis. Mais du coup, si tout le monde fait ça, tout le monde va commander des trucs plus chers, et tout le monde se retrouvera avec une note finale qui est plus grande que ce qu'il aurait payé s'il avait commandé juste ce qu'il voulait payer. Et en particulier, vous alliez tous payer plus que si vous vous étiez mis d'accord avant de commander que chacun paie sa part. Et ça explique pourquoi les restaurants en Europe n'aiment pas les factures séparées. Numéro 5, le duopole de Cournot. Deux entreprises A et B produisent exactement le même produit avec le même coût de fabrication. Il y a une certaine demande pour le produit. Plus le prix est élevé,
moins il y aura d'acheteurs potentiels. Imaginons pour commencer que les deux entreprises fusionnent en une entité C. En choisissant une certaine quantité à produire, la courbe de la demande nous dit quel va être le prix de vente du bien. Le profit de l'entreprise C sera alors la quantité qu'il a produite fois le prix de vente unitaire du bien moins le coût de production du bien, et ça correspond à l'aire du rectangle sur le dessin que voici. Supposons maintenant que les entreprises A et B sont en compétition. Alors chacune choisit sa propre production. Là encore, à partir des quantités produites par les deux entreprises, la courbe de la demande nous permet d'en déduire le prix de vente. Et là encore, on peut calculer les profits des deux entreprises. Ça correspond aux aires des deux rectangles que voici. Sauf que cette fois, chacune des entreprises choisit sa propre production pour maximiser ses propres profits. On a là un jeu entre les deux entreprises et l'équilibre de Nash de ce jeu correspond à une quantité totale produite plus grande et un prix de vente plus faible. Eh bien, cette analyse de l'économie par Antoine-Augustin Cournot s'est retrouvée au cœur de nombreuses théories économiques. Plus il y a d'entreprises en compétition, plus il y a abondance des biens produits à un prix faible. À l'inverse, quand il n'y a pas de vraie compétition, les entreprises peuvent créer un phénomène de rareté en réduisant la quantité de biens disponibles pour avoir des prix plus élevés. N'est-ce pas Bouygues, SFR et Orange. Numéro 6. La moitié de la moyenne des autres. Imaginez un jeu à 10 personnes. Chacun doit annoncer un montant entre 0 et 100. Et celui qui annonce un montant qui est le plus proche de la moitié de la moyenne de tous les montants annoncés gagne tous les montants annoncés. Supposons que tous les joueurs soient super intelligents. Quel montant annonceriez-vous? N'hésitez pas à mettre pause pour y réfléchir. Alors tout le monde va annoncer des montants entre 0 et 100. Du coup, la moitié de la moyenne de tout le monde est forcément entre 0 et la moitié de 100. Entre 0 et 50. Et du coup, vu que tout le monde peut faire ce raisonnement, tout le monde va annoncer quelque chose qui est entre 0 et 50. Et vous voyez où est-ce qu'on va avec ce raisonnement? Si tout le monde annonce au plus 50, on sait que la moitié de la moyenne de tout le monde sera au plus 25. Donc tout le monde annoncera au plus 25. Mais alors la moitié de la moyenne de tout le monde sera au plus 12,5. Donc tout le monde annoncera au plus 12,5. Et ainsi de suite. In fine, on en vient à la conclusion étonnante qui suit. L'unique équilibre de Nash de ce jeu est le cas où tout le monde annonce 0 et où personne ne gagne quoi que ce soit. Numéro 7. Colombe versus faucon. Imaginons qu'il vaille mieux céder plutôt que faire la guerre. Autrement dit, vous pouvez vous comporter soit comme une colombe, soit comme un faucon. Si deux colombes se rencontrent, les ressources sont partagées et tout va bien. Si un faucon s'attaque à une colombe, alors le faucon vole toutes les ressources de la colombe et du coup on a une situation gagnant-perdant. Enfin, si deux faucons se rencontrent, ils se font la guerre mutuellement et meurent tous les deux. On a une situation mort-mort. Ce jeu a deux équilibres évidents, à savoir le cas où l'un se comporte comme un faucon et l'autre se comporte comme une colombe. Et oui, si l'autre est une colombe, autant être un faucon et voler ses ressources. Mais si l'autre est déjà un faucon, vaut mieux éviter de faire la guerre, sinon on va mourir tous les deux. Imaginons maintenant que ce jeu décrive les interactions entre les animaux d'une même espèce. Autrement dit, chaque joueur se comporte comme un faucon ou comme une colombe toute sa vie, et chaque jour, deux animaux de la même espèce se rencontrent et l'issue de la rencontre sera dictée par le jeu que l'on vient de décrire. La théorie des jeux dite évolutionnaire, c'est-à-dire appliquée à la dynamique des populations animales, prédit alors que la population de l'espèce animale en question va converger vers l'unique équilibre de Nash mixte de ce jeu, qui correspond à un certain mix de beaucoup de colombes et de quelques faucons. Et oui, s'il n'y a quasiment que des colombes, alors les faucons vont voler toutes leurs ressources et proliférer. Mais s'il y a beaucoup de faucons, alors autant être une colombe et attendre que ces faucons s'entretuent. Ce type de modèle a notamment été étudié par le biologiste John Maynard Smith en 1973. Et depuis, de nombreux biologistes exploitent les outils de Nash pour étudier les dynamiques des populations animales. Numéro 8. Le feu rouge. Reprenons le même jeu mais avec des voitures à la place des animaux. Deux voitures arrivent à une intersection, l'idéal c'est que l'une s'arrête pour que l'autre passe, mais ce qui peut très bien arriver c'est que les deux voitures s'arrêtent, auquel cas elles sont un peu perdantes parce qu'elles perdent tous les deux du temps, et le pire cas c'est bien sûr le cas où les deux voitures essaient de passer et là, padaboum. On dit que les deux voitures doivent se coordonner et chaque coordination possible correspond à un équilibre de Nash. Le problème, c'est maintenant de déterminer quel équilibre de Nash va être joué. En particulier, ces deux équilibres de Nash sont injustes pour l'un des conducteurs. Eh bien, pour résoudre ce problème, le prix Nobel d'économie Robert Aumann a eu l'idée d'introduire un feu rouge. Ce feu rouge envoie un signal coordonné aux deux voitures et les deux voitures vont ensuite jouer l'équilibre de Nash suggéré par le feu rouge. On parle alors d'équilibre corrélé et ce qui est vraiment cool avec les équilibres corrélés, c'est que dans certains cas, ces équilibres corrélés permettent de faire beaucoup mieux, d'avoir une situation finale beaucoup plus gagnante que le meilleur équilibre de Nash. Numéro 9. L'ultimatum.
Dans le jeu de l'ultimatum, 2 joueurs doivent se diviser une somme, disons 1000 euros. Le premier joueur, appelé leader, propose une façon de diviser la somme et le second joueur, le suiveur, accepte ou refuse la proposition du leader. Si le suiveur refuse la proposition du leader, alors les 1000 euros sont perdus par les 2 joueurs. Eh bien, ce jeu est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a vu avant parce que l'ensemble des actions possibles, notamment du suiveur, peut être sophistiqué. Typiquement, ça peut être un truc du genre « j'accepte la proposition du leader si et seulement s'il me propose au moins 800 euros ». Alors, le cas où ça c'est la stratégie du suiveur et où le leader propose une division 200 euros pour lui et 800 euros pour le suiveur, est alors un équilibre de Nash. Mais en fait, on a encore un équilibre de Nash si on remplace les 800 euros par n'importe quelle grandeur X. La difficulté de ce jeu vient en partie du fait qu'il y a une infinité d'équilibres de Nash possibles. Il y a toutefois une façon alternative d'analyser ce jeu. Une fois que le leader propose de donner même 1 euro au suiveur, le suiveur a intérêt à accepter puisque l'alternative est le cas où il ne gagne rien. En fait, la difficulté de ce jeu est la dimension temporelle. Supposons que le suiveur affirme qu'il n'acceptera la proposition du leader que si le leader lui propose au moins 800 euros. Et supposons que le leader lui propose en fait 50 euros. Est-ce que le second joueur va persister dans sa stratégie initiale ou est-ce qu'il va se dire finalement 50 euros c'est mieux que 0 ? Dans le premier cas, on parle d'équilibre de Nash, tandis que dans le second cas, on parle d'équilibre parfait en sous-jeu. Tout équilibre parfait est un équilibre de Nash, mais tout équilibre de Nash n'est pas forcément parfait. Plus généralement, la dimension temporelle complique toujours grandement les jeux, surtout lorsque des coopérations sont initialement mises en place, mais sont ensuite révisées parce que les rapports de force ont changé. On parle alors du problème de la consistance temporelle, et comme vous pouvez l'imaginer, cette notion est typiquement clé dans les modèles à la Mesquita. Numéro 10, le truel d'Al-Gigi. Et pour finir, on va parler d'un jeu que j'ai trouvé sur le blog d'Al-Gigi. Alice, Bob et Charlie sont en duel en pistolet. Enfin, vu qu'ils sont 3, on devrait peut-être plus parler de truel que de duel. Bref, supposons qu'Alice et Bob soient pas super excellents avec un pistolet et que Charlie, par contre, est nickel et touche toujours sa cible. Alice a la chance de tirer un coup en première. Ensuite, ce sera le tour de Bob, puis Charlie, puis à nouveau Alice, puis Bob, puis Charlie, enfin, à moins que l'un des 3 meure. En quel cas, il peut plus tirer. Alice s'élance pour tirer. Qui doit-elle viser? Bob ou Charlie? Eh bien, pour ce dernier jeu, je vais ne pas vous donner la réponse. Alors bien sûr, vous trouvez une réponse partielle sur le blog d'Al-Gigi, mais je vous invite à essayer d'écrire une réponse complète dans les commentaires ci-dessous. La dernière fois, on a parlé d'équilibre de Nash et Aisé Tuyau nous demande qu'est-ce que j'entends par un jeu fini. Alors fini, si vous avez bien suivi, j'ai défini ça dans cet épisode. Qu'est-ce que j'entends par jeu en général? Eh bien, j'entends pas uniquement les jeux de société ou les jeux vidéo. Par jeu, de façon très générale, j'entends n'importe quelle interaction humaine, surtout lorsque les actions des uns affectent le bien-être des autres, et c'est encore plus intéressant quand les actions des uns affectent les stratégies optimales des autres. Et ça arrive absolument partout dans notre vie quotidienne, que ce soit en économie, à chaque fois qu'on fait un échange commercial, dans les jeux de pouvoir, en politique, ou avec votre propriétaire, votre locataire, le commerçant, que sais-je encore. J'espère d'ailleurs vous avoir donné un aperçu dans cette vidéo du champ d'application monstrueux de la théorie des jeux. Big Eyes revient sur la vidéo d'encore avant, la vidéo 12, où notamment je vous avais demandé de comparer les loteries 1A, 1B, 2A, 2B, 3A et 3B, et nous demande quelle était du coup la bonne réponse. Et bien ce qui est très important à voir, en théorie des jeux de façon très générale, c'est un truc sur lequel je reviendrai et j'insisterai longuement dessus plus tard dans cette série, c'est le fait que on a tous des préférences différentes et que du coup la meilleure stratégie pour l'un peut ne pas être la meilleure stratégie pour l'autre, et en particulier on ne peut pas vraiment définir une préférence rationnelle. Alors, si les axiomes de Van Neumann Morgenstern sont violés, on peut toujours créer ce qu'on appelle un livre de compte néerlandais où il y a une façon d'extorquer la personne qui a des préférences qui ne sont pas Van Neumann Morgenstern. Et parfois, les économistes disent que, en ce sens, les préférences qui ne sont pas Von Neumann Morgenstern sont irrationnelles. Mais en théorie des jeux, quand on parle en fait de rationalité, c'est plus quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour pouvoir maximiser votre utilité, c'est-à-dire arriver autant que possible à l'issue qui correspondra à votre préférence. Mais les préférences en tant que telles, elles n'ont rien de rationnel. Il n'est pas plus rationnel de préférer le risque que d'être, disons, averse au risque. Alors il arrive souvent, notamment dans des modèles en finance, que ce qu'on cherche à maximiser, c'est plutôt l'espérance de gains, c'est-à-dire l'espérance des profits ou l'espérance monétaire, la moyenne d'argent, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est souvent valable uniquement
lorsque il y a la loi des grands nombres qui peut s'être appliquée et où, à force de miser encore tous les jours, etc., on en vient finalement à avoir un gain cumulé qui correspond à peu près à l'espérance de gain. Mais si on arrive dans des jeux en one shot, c'est-à-dire des jeux où voilà, il y a la probabilité qui va jouer et ce sera pas répété, du coup il n'y aura pas la loi des grands nombres, à ce moment-là il faut agir par rapport au risque, et notre réaction vis-à-vis du risque, c'est une réaction qui dépend de nos préférences vis-à-vis du risque, qui est encore une fois une notion extrêmement subjective. Et surtout, il n'y a pas de vérité absolue ou de rationalité à avoir vis-à-vis de quelles sont nos préférences vis-à-vis du risque. Et ça, c'est très important pour voir notamment le fait qu'il est très possible qu'un autre ait des préférences totalement opposées aux nôtres. Ça ne veut pas dire que ses préférences sont plus irrationnelles que les nôtres ou vice-versa. Et là, je vous renvoie notamment sur la vidéo que j'ai faite sur la marche des sciences, où j'ai souligné le fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent des fonctions objectives, de l'utilité, des préférences des différents individus, qui ne peuvent pas être rationalisées, qui ne sont pas, sont des histoires de préférences. Il n'y a pas des préférences rationnelles à avoir. Et malheureusement, je trouvais que la marche des sciences essayait d'imposer certaines fonctions d'utilité aux autres en disant que ces utilités-là étaient scientifiques, alors que c'est pas le cas. Les utilités, les préférences individuelles n'ont rien de scientifique. Et malheureusement, je crains que mélanger les préférences subjectives non scientifiques à des messages scientifiques risque fortement de décrédibiliser la science. Et en particulier, typiquement, dire qu'il faut absolument lutter contre le réchauffement climatique, sachant que quand on dit ça, il y a forcément des concessions sous-jacentes à faire. Par exemple, il faut sans doute sacrifier un petit peu de l'économie pour pouvoir investir plus de temps sur la lutte contre le réchauffement climatique. Ce genre de trade-off n'a rien de scientifique. Enfin, Illusionniste FR nous fait la remarque que la vidéo de la semaine dernière sur l'équilibre de Nash est sortie un jour avant l'anniversaire de la mort de Nash. C'est assez, je savais pas, je m'étais pas rendu compte de ça, et c'est assez spooky. Puisqu'il faut savoir que le 22 mai 2015, donc exactement 2 ans jour pour jour avant la vidéo de la semaine dernière, j'avais sorti une vidéo, à l'époque je faisais des vidéos en anglais, donc j'avais sorti une vidéo sur le tore plat et la géométrie différentielle, où j'avais parlé longuement de John Nash, où j'avais pas forcément été très élogieux à son sujet, où je l'avais un peu décrit comme un arrogant, prétentieux, condescendant, qui avait aucun respect pour ses collègues moins brillants que son propre génie. Bref, je l'ai un peu décrit comme un salaud. Et ça, c'était le 22 mai 2015, il est mort le lendemain, ça foutait très très mal et j'étais assez embarrassé. Le fait que la vidéo la semaine dernière soit sortie un jour avant l'anniversaire de la mort de Nash sans que je sache, ça fait un petit rappel de tout cela, un peu spooky. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va parler de poker et notamment des IA qui ont réussi à battre les humains, à les bluffer au poker. Alors, je sais que David de Sciences Étonnantes a déjà fait une vidéo sur le poker, mais la vidéo de David est sortie en 2015, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'intelligence artificielle n'avait pas encore battu les humains au poker, en tout cas pas au Heads Up No Limit. Et qui plus est, dans la prochaine vidéo, je vais avoir une perspective un peu plus théorie des jeux et on va parler un petit peu notamment de la stratégie de façon globale du bluff, qui est un truc qui n'apparaît pas tant que ça finalement dans le poker limite dont David vous a parlé. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Alors la question que je voulais vous poser à propos de ce jeu, c'est: existe-t-il des stratégies qui permettent de gagner à tous les coups? Jouez-y chez vous, essayez, je vous donnerai la solution dans une prochaine vidéo. Commencez par exemple avec des positions plus simples. Que se passe-t-il si au départ il y a seulement 4, 5 ou 6 bâtonnets? Commencez pas forcément tout de suite avec 20 bâtonnets d'un coup. En mémorisant ça, vous ne perdrez plus jamais au morpion. Les seules choses à retenir, c'est que si vous êtes le 1, vous commencez dans un angle et vous continuez la ligne. Si vous êtes le 2, vous commencez au centre puis vous bloquez. Et s'il a commencé au centre, vous jouez dans un coin et vous bloquez.